Bonjour à tous. Je suis déjà très contente d'avoir entendu de Mathieu Menghini que l'ouverture du dimanche peut contribuer à la démocratisation de la culture. J'étais aussi très contente d'entendre qu'il n'y a pas que moi qui est inquiète de parler ici, bien que ce sont des raisons complètement différentes, comme vous avez entendu. La langue française n'est pas ma langue maternelle, donc je vous prie si vous ne comprenez pas quelque chose, faites-moi signe. J'essaye de m'expliquer. Bon dimanche, pourquoi pas à la bibliothèque ? C'est vrai, pourquoi pas à la bibliothèque ? Que faisons-nous ? Je dois m'organiser encore un petit peu, ça viendra ? Non. Que faisons-nous le dimanche ? Nous allons au musée, peut-être. Il y en a plein. Musée d'ethnographie, musée d'art naturel, d'histoire naturelle ou d'art. Nous allons peut-être faire un tour en bateau, à Bâle comme à Genève, ou nous allons manger avec des amis ou en famille, soit au restaurant, soit le bon rôti de notre grand-mère. Peut-être nous allons faire du sport. Et peut-être nous allons rendre visite à nos parents au jardin zoologique. Bien sûr, il y a aussi des gens qui doivent travailler le dimanche, qui ne peuvent pas seulement faire des visites. Ils doivent travailler dans les musées, sur les bateaux, dans les restaurants, dans les centres de sport, dans le jardin zoologique. Et même notre grand-maman nous prépare le repas. Parmi toutes ces activités, la visite à la bibliothèque est plutôt rare. La raison est terriblement simple. La plupart d'entre elles sont fermées le dimanche. Et pourtant, ce n'est pas justifié, parce qu'il y a plein de choses que les bibliothèques peuvent nous offrir. Il y a la médiation culturelle, mais pour cela, il nous faut du temps. Et pour profiter d'une médiation culturelle, pour visiter une exposition, aussi bien pour lire un livre, pour écouter de la musique, pour regarder un film, tout ça, ça prend du temps. Les dimanches sont prédestinés pour les activités culturelles, pour les ouvriers qui doivent travailler de lundi à vendredi de toute façon. Alors, ça change. La bibliothèque de la Cité de Genève vient d'ouvrir le dimanche. Il y en a d'autres qui ne sont pas ouvertes. Berne, Zurich, Lausanne. Par contre, Aarau et Liestal sont ouverts. Maintenant, je viens parler de la bibliothèque de Bâle, qui a décidé d'ouvrir sa bibliothèque principale, qui se trouve au centre de la ville, et a décidé d'ouvrir le dimanche depuis 2015. Un objectif pas facile à atteindre. Comme les vieilles habitudes nous sont chères, les changements provoquent des discussions. Je pense qu'il y en avait aussi à Genève. Et en plus, à Bâle, il y avait des obstacles. Regardons d'abord quelles étaient les discussions, qui étaient pour, qui étaient contre. Bien sûr, la direction de la bibliothèque, elle voulait l'ouverture du dimanche et elle était pour. Une partie des employés aussi.
une partie, je dirais la plus grande partie des usagers, ils ont bien reçu l'ouverture du dimanche. Et une partie des politiciens étaient pour l'ouverture. Ce n'étaient pas nécessairement les politiciens de la gauche. Peut-être c'est surprenant. Contre l'ouverture, les mêmes groupes. Une partie des employés, une partie des usagers, une partie des politiciens, plutôt de la gauche, et les syndicalistes qui défendent le droit de se reposer le dimanche, et la loi qui pose un problème. Parce que l'article 18 de la loi fédérale sur le travail dit que c'est interdit de travailler le dimanche. Donc, Genève déroge à la loi? Non. Mais Bâle, oui. Une dérogation, et je dirais pourquoi c'est le cas à Bâle et non pas à Genève, une dérogation à l'interdiction de travailler le dimanche doit être soumise à une autorisation. Et en plus, l'employeur accorde une majoration de salaire de 50%. Et là, j'aurais bien aimé savoir comment c'est à Genève, mais je vais demander ça plus tard. Il y a des exceptions à cette loi qui défend le travail du dimanche. Ce sont toutes les administrations de la Confédération, ce sont les cantons et les communes, par exemple les bibliothèques de Genève, Liestal et Haro, qui sont toutes ouvertes le dimanche. Mais ce n'est pas la GGG, la bibliothèque de la GGG à Bâle, n'est pas dans ce groupe. Malheureusement, la bibliothèque est une entreprise privée gérée par la GGG, la Société d'utilité publique. La société a été fondée en 1777. C'est un enfant des Lumières et elle a fondé une bibliothèque en 1807 et en est responsable depuis. Elle a d'ailleurs fondé la bibliothèque contre l'envie de lire, gegen die Leselust. Mais là, il faut dire que en allemand, la connotation à Lust, il y en a une. Volupté peut-être. Donc c'était pour la bonne littérature. Après Napoléon, il y avait une certaine liberté de presse, il y avait plein de littérature qui est arrivée partout, on pouvait acheter de la littérature qui était considérée pas vraiment favorable à la morale des gens. Donc il fallait voir qu'il y ait une bibliothèque avec de la bonne littérature. C'est ce qui était l'idée derrière cette fondation 1807. Donc, ça reste, d'après la loi, la bibliothèque est une entreprise privée, donc elle n'a pas le droit d'ouvrir le dimanche. Même si le financement de la bibliothèque de Bâle est de 2/3 du canton, elle n'est considérée privée. Et là, je vous voyais encore le financement par la GGG elle-même à 17%, et la cotisation et les dons de 20% environ, ça peut changer d'une année à l'autre. Et le contrat de subventionnement dit que la bibliothèque doit gérer des propres fonds. Il faut en trouver. Donc, elle a commencé à faire des recherches de fonds sur un niveau professionnel depuis 2004.
la bibliothèque de Bâle. L'autorisation, une demande pour l'autorisation doit être déposée au SECO, au secrétariat de l'État à l'économie. On a dû engager un avocat, il a écrit 8 pages et un annexe de 9 documents, les statuts, le rapport annuel, le contrat avec le canton, etc. Tout ça, ça a coûté, ça a pris beaucoup de temps. Pour finir, la bibliothèque a reçu la permission pour 2 ans, de 2015 à 2017. Il fallait donc répéter le processus de 2017 à 2019 et encore une fois cette année pour 2 ans de nouveau. Je dois dire, c'est devenu un peu plus facile grâce au copier-coller. Et pour moi, c'était un certain avantage parce que dans la demande qui a été soumise au SECO, il y a quand même quelques arguments pourquoi on doit ouvrir le dimanche. Le mandat du canton dit que la bibliothèque est obligée de maintenir un réseau dans la ville de Bâle et qu'elle doit avoir des documents pour formation, pour divertissement et accès aux technologies d'information et de communication. Tout ça, ça fait part du contrat entre la bibliothèque et le canton. Le réseau, il est maintenant à 10 bibliothèques. Il faut dire que 2 d'entre eux ne sont pas dans le canton, dans le demi-canton de Bâle-Ville, mais elles sont dans 2 communes du canton de Bâle-Campagne qui ont demandé à joindre le réseau. Et ils n'ont rien à voir avec le contrat, bien sûr, avec le canton de Bâle-Ville. C'est les communes qui mandatent la GGG pour leur bibliothèque. Comme toutes les entreprises, il faut satisfaire les besoins des clients et il faut anticiper le développement du marché. C'est aussi ce que demande le canton de la GGG sur le sujet des bibliothèques. Les habitudes des usagers ont beaucoup changé ces dernières années, vous le savez aussi bien que moi. Ils ne viennent plus à la bibliothèque rien que pour chercher des livres, mais ils viennent pour travailler, rencontrer des gens, participer à des manifestations. Tout cela est à prendre en compte. Donc nous devons faire attention à ce qu'on suit les besoins des clients qui viennent à la bibliothèque. Le développement technique, et ça a aussi été reconnu par le Conseil exécutif de Bâle, il y a le besoin d'un 3e lieu et les développements du marché sont impressionnants. Depuis quelques dizaines d'années, les documents dans les bibliothèques ont complètement changé. Je vous fais un exemple. Vous connaissez tous le nom de la rose d'Umberto Eco. Là, c'est le film, l'image d'une scène du film. Et nous avons commencé au début des bibliothèques, où il y a quelques dizaines d'années, il suffisait d'avoir le livre. Dans ce cas-là, le nom de la rose, il était suivi par un livre audio. Un peu plus tard, il y avait le film. Et encore, il y a le soundtrack. C'est juste que ça s'appelle la bande sonore en français?
Le livre n'était pas remplacé. Ça, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Et il n'est pas du tout mort, même s'il y a des gens qui prétendent que le livre va mourir, mais il doit mourir depuis une 50aine d'années, je pense. Et il est toujours là. Et comment ? Donc, ce n'est pas du tout ça. Mais il faut compléter. Ça ne suffit plus d'avoir le livre. Il faut au moins 5 médias pour couvrir la même chose, ce qu'on a couvert il y a quelques années. En plus, les usagers ne vont pas tout écouter à la maison, ils veulent écouter à la bibliothèque. Il faut des bornes d'écoute. Ils veulent savoir ce qu'ils vont emprunter. Il faut des stations vidéo pour qu'ils puissent voir déjà ce qu'ils vont prendre à la maison. Tout ça, ça doit être pris en compte. Alors, c'est qui ? Alors, pour suivre les besoins de nos usagers, on a compris qu'il fallait aussi ouvrir le dimanche. Donc, après l'autorisation, la bibliothèque est ouverte depuis l'hiver 2015. Elle est ouverte 5 heures le dimanche et pas en été. Je pense que c'est la même situation à Genève et dans toutes les autres bibliothèques qui ouvrent le dimanche parce que ça coûte, c'est pas gratuit. Mais justement, on va voir le salaire que vous payez, vous, et ce qu'on paye. J'étais aussi demandé quelles étaient les manifestations qui accompagnent l'ouverture, qui accompagnent les ouvertures du dimanche. D'abord, j'avais pensé, il n'y en a pas vraiment tellement, mais pour finir, ça fait quand même 2 ou 3. On a la Gegengestab-Bibliothèque a 4 conférences pour adultes, 10 histoires avec animation pour enfants, 1 fois par mois. C'est le premier dimanche du mois. On va encore voir l'exemple. 1 ou 2 contes de Noël, 3 dimanches de jeu environ, et 2 ou 3 autres manifestations, parfois avec des partenaires. Tout ça, ça fait environ 20 événements les dimanches. Des fois, il y en a 2 le même jour, mais ça fait environ 20 en tout. Pour vous donner une idée des manifestations de la bibliothèque de Bâle, je les ai listées par les groupes cibles. Il y en a en tout, dans l'année 2018, 1719. Donc, environ un tiers est à la bibliothèque Schmiedenhof, c'est celle qui est ouverte le dimanche. Ce chiffre a augmenté d'une quoi? Ouais. Non, mais ouais, énormément. Dans les années récentes, je crois que ça, depuis environ 2011, ça a doublé, plus ou moins. C'est aussi à cause des besoins des usagers. Vous voyez très bien que la plupart des animations, c'est pour les enfants. C'est pour la promotion à la lecture. Et là, il y a un vaste programme qui a été développé ces dernières années à Bâle. La même chose pour les jeunes. Ici, ça c'est justement ce qui a lieu le premier dimanche du mois, chaque mois. Il y a l'Hérisson qui vient. Et l'Hérisson, il a un magasin d'histoire. Donc peut-être vous voyez les verres qu'il y a derrière, ou les verres. Et là-dedans, ou les boîtes, et là-dedans, il y a des boules de papier. Il n'y a pas de chocolat, non. Mais les enfants, ils choisissent ces boules de papier comme si c'était un bonbon. Ils trouvent un mot, par exemple,
et l'animatrice, avec l'aide des enfants, va en développer une histoire. C'est un peu comme ça que ça peut se passer, ça peut aussi être différent, complètement différent. Et c'est très aimé, les gens, les gosses, ils aiment ça, ils participent, et ça prépare la langue, ça donne une expérience de la langue qui est, je crois, à la base de tout savoir, de tout le savoir. Ça, c'est une discussion pour les adultes qui se fait 4 fois par an, toujours un dimanche. Ça, c'était dimanche passé sur la démence. Une des participantes a écrit un livre sur le sujet. Il s'agit toujours d'un sujet et il y a un modérateur. Et le livre qu'elle a présenté, elle a beaucoup d'expérience. Elle a fondé une institution pour des démons. Et c'était en même temps, la discussion, c'était en même temps l'avernissage du livre. Donc on a profité. Et ça vaut la peine de le faire parce que pas seulement il y a la discussion pour inviter les gens, mais il y a aussi l'éditeur qui a participé, qui a aussi invité, donc il y a plus de monde qui arrive. C'est bien reçu, c'est bien vu. Les réactions à l'ouverture du dimanche. Il y a environ 700 visiteurs, visiteuses le dimanche. Et c'est une journée de famille, on va encore voir. Il y a remarquable, c'est qu'il y a beaucoup de pères qui sont là avec leur famille. On aimerait bien que ce soit différent, que les pères et les mères ont les mêmes devoirs dans les familles, mais c'est pas comme ça. Tout simplement, ce n'est pas comme ça. Pendant la semaine, c'est surtout les mères qui viennent avec les enfants. Le dimanche, il y a très souvent, et plus souvent, il y a aussi des pères qui viennent pendant la semaine. Mais c'est remarquable le dimanche. Il y a beaucoup plus souvent, c'est toute la famille à la bibliothèque. Ça peut être toute la famille à la bibliothèque. Il y a les élèves qui viennent, qui aiment bien venir là parce qu'il n'y a pas on ne doit pas consommer, on peut faire des devoirs, on peut faire des travaux de groupe. Et tout le monde, vraiment tout le monde dit que l'ambiance est particulière les dimanches. Là, quelques impressions. Je vais encore en parler. C'est notre tapis, pas volant, mais roulant. Vous voyez, il y a bien des hommes. Les gens aiment venir le dimanche. Les élèves, en groupe, des fois, pas toujours, et qui viennent aussi pour se rencontrer, pour jouer des fois, pour faire n'importe quoi. Là, ils sont d'ailleurs pas n'importe quoi, d'accord. Non, on parlera encore de n'importe quoi. Mais là, ils sont pas dans la salle des jeunes, ils sont ailleurs. Ils se trouvent là où ils veulent. Mais c'est remarquable, ça aussi. Il y a souvent des groupes de jeunes qui viennent à la bibliothèque le dimanche. Et là, c'est vraiment c'est l'ambiance agréable. On est là, on lit, on est tranquille, et on n'est pas stressé. C'est les réactions, le dis-je. Les réactions des gens. C'est d'ailleurs les employés aussi bien que les usagers qui disent c'est tellement beau de venir le dimanche, c'est complètement différent, c'est plus calme, c'est beaucoup plus relax. Deux exemples. Il y a des connaissances qui m'ont raconté. C'est une famille où on décide démocratiquement ce qu'on va faire le dimanche. Ils sont 4, 2 enfants, 2 adultes. Et ils ont discuté le matin au déjeuner, qu'est-ce qu'on va faire? Il pleuvait, il faisait pas beau. Les enfants qui ont dit, on veut aller à la bibliothèque. Et les parents étaient là, ils ont pensé, bon, à la bibliothèque, bien, ben, on y va. Ils y sont allés, je dois dire que les parents étaient un peu déçus parce qu'ils étaient très fiers que leur gamin était
censé d'aller à la bibliothèque, de lire, de regarder des livres. Et ce qu'ils voulaient, c'était jouer à la station de jeux. Et aussi de voir, ils aiment bien les tablettes avec plein de jeux dessus. Et c'est surtout pour ça que les gamins voulaient aller à la bibliothèque. L'autre exemple que j'aime bien vous raconter, c'est une connaissance, une syndicaliste, députée du Parlement aussi. Et elle m'a dit, tu sais, quand vous avez décidé d'ouvrir le dimanche, j'étais vraiment déçue. Et j'ai pensé, encore une organisation qui veut faire travailler les gens le dimanche, c'est pas juste, les gens doivent se reposer le dimanche, ils ont le droit de se reposer, bla bla bla. Elle m'a dit tout ça. Elle m'a dit, mais tu sais, après, ce qui s'est passé, c'est un samedi, je voulais aller à la bibliothèque, j'ai tout simplement pas trouvé le temps. Il y avait le ménage à faire, la lessive, les achats. À 5 heures, quand la bibliothèque ferme, je pouvais plus y aller. J'avais pas le temps. Alors j'ai pensé, mais elle est ouverte. La bibliothèque est ouverte le dimanche. J'y suis allée le dimanche. Et c'était merveilleux. Je pouvais enfin regarder tous les livres que je voulais déjà regarder tout le temps. Il n'y avait pas de stress. J'avais le temps de m'asseoir, de lire, de fouiller, de regarder les nouveautés, de regarder les coups de cœur, etc. Et je crois qu'elle est convaincue que c'est peut-être quand même une bonne idée de venir le dimanche. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est encore là. Il ne faudra plus la convaincre. D'ailleurs, il faut aussi dire, mais ce sera la même chose à Genève, les gens qui travaillent le dimanche, c'est volontaire. C'est-à-dire, on ne peut pas les forcer, c'est juste. Et il y a beaucoup de gens qui aiment travailler le dimanche. Les étudiants, par exemple. Et aussi ceux qui doivent gagner un peu plus d'argent, qui sont contents de pouvoir gagner un peu plus le dimanche. Donc, les résultats, c'était surprenant pour nous aussi, dans le sens où il y avait déjà, dans la première année, il y avait 6% d'augmentation de visites. Et la première année, là, il faut encore ajouter que la bibliothèque était fermée pendant un certain temps, pendant quelques semaines, parce qu'on a dû déménager. Donc, ça, c'était impressionnant. En 2016, ça a encore augmenté de 3,3 points. Sur tout le réseau, en 2016, vis-à-vis de l'année précédente, il y avait plus de prêts, plus d'usagers inscrits et plus de nouvelles inscriptions. Mais il faut mettre tout ça en contexte. Ce n'était pas l'ouverture du dimanche seulement. C'était peut-être aussi l'ouverture du dimanche. Parce que la bibliothèque du Schmiedenhof a subi une rénovation complète dans l'année, avec une réouverture 2015. Et ça a duré plus d'1 an et demi. Il fallait déménager toute la bibliothèque, ce qui est d'ailleurs pas facile, essayer de trouver quelque chose au centre-ville de Bâle, un canton avec 24 km², ou 37 si on compte encore les 2 communes en dehors. Et là, on avait simplement de la chance. Il y a un centre de commerce qui avait loué une localité et qui a dû arrêter, mais il avait un contrat de long terme, donc il était très content qu'il ait trouvé la bibliothèque pour y aller. En plus, la bibliothèque a besoin d'un magasin qui peut porter le poids des livres. C'est pas évident, hein? C'est pas facile. Donc un magasin de ce genre-là, c'était absolument la solution. Une petite rétrospective avant d'arriver, comment on est arrivé à cette rénovation. Dans les années 50, vous vous rappelez peut-être, il fallait se présenter au comptoir pour demander les livres qu'on voulait emprunter. Derrière, en tout cas à Bâle, il y avait une commission
et la commission a donné la permission d'avoir certains livres ou pas, ou défendu d'autres, comme par exemple le tambour de Günter Grass. La commission l'a défendu pour la bibliothèque. C'est de la littérature d'une moralité un peu... Voilà. Bien sûr, 1976, la dernière rénovation, ça a complètement changé. Les documents libres d'accès. Et là, il n'y a plus de comptoir. Non, c'est pas vrai. Il y a encore un comptoir, mais on ne doit pas se présenter au comptoir pour emprunter les livres. Et là, on a... Excusez-moi. On a l'impression qu'il y a de la place. Et c'est vrai. Ce sont les 2 étages qu'il y avait dans l'année 1976. 40 ans plus tard, ça se présentait comme ça. Donc c'est le même endroit que celui-là. Hein? C'est ça. C'est aussi impressionnant, je trouve. C'est bourré, les étagères bourrées, hautes. Bien sûr, il n'y a pas d'ouverture du dimanche. C'est la même chose. Et si vous avez cherché un film, vous êtes sûr d'aller chez le docteur le lendemain parce que vous avez les torticolis. Il y a plein de places pour tout le monde pour vraiment se laisser le temps de fouiller dans les livres. Vous voyez que là derrière, il y a une personne avec un pullover rouge qui a trouvé une place pour regarder ce qu'elle voulait emprunter. Il fallait faire quelque chose. La direction a pensé qu'il fallait faire quelque chose. Il y a aussi quelques employés qui étaient du même avis, ou plusieurs. Mais comment changer? Comment trouver la place? Quelles étaient les idées? Il fallait d'abord une inspiration, une vision des idées, comment on pourrait faire cela. Et on a trouvé des idées à l'étranger, mais pas seulement. Ici, ça c'est un kiosque qui était dans ces années-là près de Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam. Et là, c'est une bibliothèque où ça doit aller vite. Donc, il faut vite pouvoir prendre ce qu'on a besoin, puis l'emmener, puis c'est surtout des best-sellers et des documents de ce genre. Là, on s'est demandé, est-ce qu'il faut avoir une bibliothèque comme un Starbucks, où les gens peuvent vraiment s'asseoir et lire et avoir une situation agréable. Ça, c'est à Delft. C'est un mode de présenter, ou plutôt c'est une mise en scène de littérature. Devinez de quelle sorte de littérature il s'agit. C'est clair, c'est la littérature d'amour qui est présentée tout en rose. Et ce qui nous a convaincus, peut-être pas de cette façon-là, il faut une salle pour les jeunes. Je crois que c'est Aarhus, mais pas le nouveau bâtiment d'Aarhus, mais le plus ancien. Ça, c'est plutôt futuriste comme salle pour les jeunes. Nous, on est un peu à Bâle, c'est un peu plus modeste. Mais l'inspiration était là. Une nouvelle bibliothèque. Toutes ces inspirations, plein d'idées et une formule très simple. Plus de place, plus de technique, on verra un peu pourquoi, et plus de temps. Et même si la formule est simple, il ne faut quand même pas la sous-estimer. La place, d'abord, il faut la faire. Alors, on y va. Ce bâtiment, il a 5 étages.
Je suis entrée un jour dans le chantier. Le chantier, d'ailleurs, c'était le plus cantant, comment est-ce qu'il faut dire, animé de toute la ville. Il y avait toujours quelqu'un qui chantait. Il y avait toujours la radio avec soit du rock ou à l'autre bout Vivaldi. Et il y avait toujours des ouvriers. On avait l'impression qu'ils étaient toujours contents, heureux, qu'ils aimaient bien travailler. C'est formidable. Ils faisaient la grillade le vendredi à midi. C'était parfait. On avait vraiment un beau chantier, mon chantier préféré. Je suis entrée là-dedans, dans ce bâtiment. Il y avait du rez-de-chaussée jusque sous le toit. C'était vide. Il n'y avait rien. Ils ont dû tenir ensemble les murs avec des câbles d'acier parce qu'autrement, la salle se serait ouverte comme une fleur, sans mur, après. Donc, c'était comme ça. On a vraiment vidé cette partie du bâtiment, pas tout le bâtiment, mais cette partie, et remis des sols, parce que ça consiste... Ouais, on verra. Là, vous voyez un petit plan, et vous voyez qu'il y a différents bâtiments. Ça fait un L, si vous voulez. Et les bâtiments datent de différents siècles. Donc, il y a un bâtiment du 12 14e, parce qu'il y avait plein de changements. C'est celui de gauche, tout à gauche. Il y a l'autre en face, plus ou moins, qui date du 19e siècle. Et entre les deux, il y a encore un troisième qui date du 17e siècle. Donc, c'est pour ça qu'il fallait ouvrir un des bâtiments pour pouvoir ajuster les étages, qui soient plus ou moins sur le même niveau. On a aussi cherché de la place d'abord, avant de changer la bibliothèque là où elle était déjà. La GGG a cherché une alternative. Mais comme j'avais déjà dit, sur 24 km² du demi-canton de Bâle au centre-ville, impossible. Et ça doit être, on doit pouvoir le payer. Donc, pas facile. Donc, nous avons doublé la surface et nous avons 5 étages au lieu de 2. Avant, c'était 2, maintenant ce sont 5. En même temps, le nombre des documents est plus ou moins resté le même. Et vous voyez tout de suite pourquoi. On voulait la présentation. C'était pas seulement les bibliothèques de l'étranger qui nous ont donné les idées, c'est aussi le commerce et aussi les librairies qui présentent les livres plutôt de cette façon. Ça donne un sentiment d'espace, ça donne un sentiment d'être bienvenu. On voit ce qu'il y a et les gens, malgré qu'il n'y ait pas plus de documents, ils ont toujours l'impression, si on présente les documents comme ça, comme c'est fait ici, ils ont tout de suite l'impression qu'il y a plus de documents parce qu'ils arrivent mieux à les voir mieux, voilà, quelque chose comme ça. Donc ils voient ce qu'il y a et ça donne l'impression qu'il y ait plus. C'est pas vrai. Mais c'est une illusion à maintenir. Les étagères, ça c'était une discussion rigolote parce que il y avait bien sûr nos bibliothécaires qui font du bon boulot, vraiment, qui ont dit il faut aller au max, il faut avoir les étagères de 2 mètres pour pouvoir avoir tous nos documents, pour présenter tous nos documents. Et là, la direction a dit non, on ne va pas faire ça, on ne va pas présenter tout ce qu'on a, on ne va pas bourrer les étagères. Et en plus, on veut une hauteur que les gens puissent voir à travers, parce que ça donne une sensation d'espace et on se sent mieux quand on a cette sensation d'espace que si on est coincé entre des étagères. Alors, ils ont dit bien, on va le faire 1,60 m. Comme ça, les gens peuvent voir à travers.
C'était surtout les hommes qui ont dit ça. Ils ont tous 1,80 m. Alors pour eux, 1,60 m, c'est bon. Et l'architecte qui a guidé la rénovation a dit, écoutez, moi, j'ai 1,65 m. Si l'étagère a une hauteur d'1,60 m, elle m'arrive là, devant les yeux. Je vois plus rien. Donc, on est descendu sur 1,45 m, je crois, maintenant. C'est-à-dire pas partout, mais là, au milieu. Et ça donne justement l'espace qu'il faut et ça évite les torticolis. Je dois dire que je suis pas tout à fait sûre quand je regarde ce monsieur, mais enfin, au mur c'est différent. Les étagères au mur peuvent être plus hautes et aussi les étagères pour séparer une salle, parce qu'il y a quand même des salles où on veut faire une séparation et ça nous permet de les utiliser, les étagères, comme séparation. Plus de place, ça voulait aussi dire qu'on a maintenant un coin pour les enfants. On a vraiment une salle pour les enfants. Et ce qui nous semblait très important parce qu'on a fait des très bonnes expériences avec une locomotive dans une autre bibliothèque, une autre de nos bibliothèques, qui est maintenant la 3e ou la 4e génération qui grimpe dessus. Alors on était convaincus qu'il faut un objet d'identification. Et le tram, ça va aussi bien que le jet d'eau à Genève. C'est l'objet de identification. Et je dois dire que le jet d'eau est peut-être moins pratique pour une librairie, pour une bibliothèque. D'ailleurs, il n'y a pas seulement les enfants qui grimpent là-dessus. Il y a les adultes, ils adorent ça. Il y a l'ambassadrice, on était très fiers, américaine, sous Obama, qui est venue en 2016. Je crois qu'on était la bibliothèque la meilleure gardée du monde. Il y avait la police à chaque coin, tout autour. Mais elle avait un quart d'heure. Et la police est venue, elle m'a dit, vous allez où? Vous allez visiter quoi? Dites-moi le parcours. J'ai dit, je vais là. L'ambassadrice arrive et elle me dit, Susan Levine, très sympa, elle me dit, where is the restroom? Mon parcours. La police n'a pas fait d'histoire, ça allait. Donc, on a cette salle, il y a plein d'animations, vous en avez eu une, le magasin de l'Hérisson qui a lieu là-dedans, et plein d'autres. La salle pour les jeunes, l'objet d'identification, c'est la peinture que vous voyez qui est au mur, qui est un street artist qui l'avait fait quand on a réouvert la bibliothèque. Ils aiment bien, les ados aiment bien être là, et ils ont la place, et on leur permet de faire, ils peuvent faire du bruit, comme les enfants d'ailleurs aussi. Donc il ne faut pas toujours être tranquille à la bibliothèque. On peut discuter. On peut même avoir du chahut. Il y a même du foot. Comment est-ce qu'on dit? Baby-foot. Baby-foot? Mais c'est pas pour les bébés? Non, mais c'est un petit... Non. Ouais, mais c'est quand même grand. Mais ça fait du bruit. Et il faut une salle de conférence. La salle de conférence, elle a tout ce qu'il faut. Elle est équipée avec haut-parleurs, micros, projecteurs, écrans et des meubles qui sont mobiles. Donc tout ça, ça fait partie de la bibliothèque. Il y a des meubles normalement, des étagères là-dedans. On peut tout mettre à côté et on a place pour environ 60 personnes. Dimanche passé, il y en avait 80. Ça causait un tout petit problème. Mais il y avait des chaises supplémentaires on a des gens qui font le service civil, ils ont préparé tout ça, seulement les chairs étaient très poussiéreuses et ils ne les ont pas nettoyées. Donc moi j'étais allé chercher un chiffon pour pouvoir nettoyer les sièges et quand je reviens, je vois l'ex-parlementaire, politicien, gentil, qui était en train de nettoyer
qui prend le chiffon puis qui commence à nettoyer les sièges. J'étais absolument, je vais voter pour lui. Non, il est plus haut qu'en conseil, donc ça va pas. Mais j'étais absolument convaincue. Il était là, tranquillement, à nettoyer les sièges. C'était merveilleux. Les gens sont adorables quand il y a des situations critiques. C'est incroyable ce que font les gens. Ils aident, ils viennent chercher des chaises, ils sont vraiment... Il nous faut de la place pour des... Aussi, il nous faut de la place pour des expositions. Genève fait la même chose. Et là, on a utilisé pas seulement les murs, il y a la possibilité de mettre des objets d'art au mur, mais là, l'artiste voulait qu'on les mette aussi sur le tapis roulant. Ce que vous voyez là, c'est des photos il s'appelle Andrea Battalini. Il est photographe, il a fait une caméra spécialisée, et ça, ce sont des livres détruits, rongés par le temps et par les animaux. Il a fait des photos merveilleuses, et puis c'était bien reçu, puis ça va très bien pour une bibliothèque. Il y a des gens qui disent qu'il faut avoir un restaurant ou un café au moins dans la bibliothèque. La bibliothèque ne doit pas ressembler à Starbucks, mais c'est bien d'avoir un café dans la bibliothèque. Donc, la GGG a loué un local. Une partie de ces 5 étages, elle l'a loué à quelqu'un elle a fait un appel d'offres. Il y en avait 3 qui voulaient avoir le restaurant. Il y a un seul qui avait une idée, mais vraiment qui correspondait avec nos idées, et qui a fait de tout ça quelque chose qu'on aime beaucoup. Et c'est très bien reçu, et on pourrait pas être là sans ce café, je crois. Plus de techniques. Maintenant, j'ai appris que ça s'appelle pas VLAN, mais Wi-Fi. Mais bon, un Wi-Fi performant, c'est absolument ce qu'il faut dans une bibliothèque. Les gens veulent venir. Ils veulent pas seulement regarder les documents, ils veulent travailler. Et pour pouvoir travailler, il faut un Wi-Fi. Nous avons choisi des automates de prêt. Je vais encore dire quelque chose là-dessus. Pourquoi? Il y a des automates les automates de prêt, il y en a partout. Les automates de retour, c'est un peu moins commun. Il y a les caisses automatiques et il y a des places de travail avec PC. Donc il y a tout ça dans la bibliothèque, et je crois que les gens sont très en faveur de tout ça. Les automates de retour de prêt, c'est moins pour le public. Les gens peuvent toujours aller chez quelqu'un pour emprunter les livres ou pour les rendre. C'est pas nécessaire qu'ils aillent aux boîtes automates, mais ça aide et ça diminue les heures du personnel. On peut faire autre chose avec le personnel. C'est pas nécessaire qu'ils fassent les retours. Ça peut être utile parce qu'on est en contact avec les gens. Mais au fond, ils ont meilleur temps de donner des renseignements. Donc le temps qu'on gagne, c'est utilisé pour aider les usagers. Les automates de retour, la distribution est jusqu'au conteneur que vous voyez, c'est automatique, mais après il faut ranger les livres à main. Le tapis roulant, on l'a trouvé en Hollande. Et le groupe qui est allé là était tellement impressionné par ce tapis roulant qu'il voulait absolument un tapis roulant aussi à Bâle. On l'a eu, c'était la ville de Lelystad qui l'a. Et là, il se trouve les documents que les gens ont rendus le même jour. Et c'est toujours intéressant. Les gens aiment bien regarder ce qu'ont lu les autres. C'est la curiosité. Et nous, la bibliothèque, elle utilise ça parce qu'il ne faut pas ranger les livres. On peut les mettre là d'abord, pas toutes, mais un certain nombre des livres. Et il faut pas les ranger parce qu'ils sont empruntés, environ un tiers, ou dit quelque chose comme ça, sont empruntés tout de suite.
Et ça aide aussi un petit peu. Mais c'est surtout le gag. Donc plus de temps, ça voulait aussi dire les heures d'ouverture prolongées et l'ouverture du dimanche et plus de temps du personnel pour les usagers, pour leurs clients. Et ça me semble très important. L'horaire, la bibliothèque du Schmiedenhof est ouverte tous les jours, en hiver en tout cas, en été pas, et toute la journée et aussi le soir, justement pour ceux qui doivent travailler. Plus de flexibilité. J'ai oublié quelque chose. Ah, zut. Non, je reviens, parce que je vais encore dire quelque chose avec le temps. Le temps, ça veut aussi dire l'animation. Ça veut aussi dire, on a un programme d'animation pour les petits qui est vraiment, qui est très vaste, qui a été développé ces dernières années. Ça va un peu dans l'ensemble du développement avec la rénovation. Ça va ensemble, tout ça, c'est un paquet, la rénovation et l'augmentation des animations. Et c'est vrai pour les enfants, mais c'est aussi vrai pour les jeunes, pour les ados. Là, ça a commencé parce qu'on avait des problèmes. Moins dans le Schmiedenhof que dans dans 3 autres bibliothèques où il y avait les ados qui faisaient vraiment les fous. Ils criaient, ils mettaient du chenille dans les étagères, ils faisaient pipi dans les corbeilles à papier, ils bouchaient les WC, n'importe quoi. Et sur place, une ou deux bibliothécaires dépassés qui étaient ravis de ces événements. Donc il y avait des discussions. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appeler la police, bien sûr, et leur défendre de venir dans les bibliothèques. C'est vraiment ce qu'on veut, parce au fond, on aimerait gagner les clients, on aimerait gagner les gens de revenir dans nos bibliothèques. Donc, leur défendre la bibliothèque, c'est vraiment une solution un peu, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire du tout. Il y a des fois pas d'autres possibilités. Mais ça peut pas être la politique de défendre quand il y a des problèmes. Donc, ce qu'on a fait, on a pris contact avec l'organisation qui gère les maisons des jeunes à Bâle. Et eux, ils ont dit, si vous avez la possibilité, engagez quelqu'un qui s'occupe des jeunes gens, des ados. On a trouvé les sous. On est obligé de faire des fonds de recherche, des recherches de fonds de toute façon. On a trouvé des sous. Il faut aussi dire que la GGG, dans ce cas-là, nous a aidés. Et on a décidé d'engager quelqu'un pour un projet de pilote. Il a travaillé dans 3 bibliothèques qui étaient problématiques sur ce sujet. Et il était là 1 fois par semaine. Et ça s'est tout de suite calmé. C'était vraiment impressionnant. Pas tous les problèmes sont résolus, non. Mais ça s'est calmé visiblement. Et comment est-ce qu'on dit hörbar? Audiblement aussi, parce qu'il y avait moins de bruit. Et tout ce qu'il a fait, il était là pour ses ados, il s'est présenté, il faisait rien. S'il voulait faire quelque chose, il venait pour demander de l'aide pour les devoirs. Ils avaient besoin de quelqu'un qui les écoutait parce qu'il y avait des problèmes avec les copains, ils avaient des problèmes avec la famille, avec les copines, n'importe. Il était là à les écouter. Et quand il était pas là, les ados sont venus, ils ont dit « Wo ist Florian? Où est Florian ?» Tout de suite, il était quelqu'un pour eux, puis il l'aimait beaucoup. S'ils voulaient aller sortir jouer du foot, il est allé avec eux ou pas. Et ça marche. Mais ça coûte. Et maintenant, il y a 2 animateurs socio-culturels qui travaillent dans 4 des bibliothèques, qui font des projets, qui font de la culture, un peu comme ce que Mathieu Menghini a montré dans ce genre-là aussi. Ils font de l'art aussi, pas seulement,
à part écouter les problèmes. Ils font aussi ça. C'est bien reçu, surtout dans les quartiers où il n'y a pas beaucoup de possibilités pour des ados qui sont souvent des familles immigrées. Ils trouvent pas facilement un lieu où ils peuvent s'articuler de cette façon. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont en faveur de ce programme. Nous avons, en plus, on a compris que la médiation du numérique est importante et il y a maintenant des spécialistes pour cela, surtout pour les classes, mais aussi pour les jeunes qui travaillent là-dessus. Bon, je vais venir à la fin. Il y a deux choses dont j'ai pas vraiment parlé. Une, c'est ça a disparu, je crois. On n'a pas parlé des coûts. Bon, ça coûte. La rénovation, ça a coûté. 14 millions, si vous voulez savoir. Et en plus, 1 million pour le café qui a dû être par les recherches de fonds, qui a dû être couvrir par les recherches de fonds. Mais il y a encore quelque chose qui est beaucoup plus important. La flexibilité des abonnements, d'accord, c'est les abonnements pour différents. Par exemple, ceux qui veulent emprunter des films pour pas devoir payer, ils ont un abonnement spécial qui coûte un peu plus. Les bibliothèques à Bâle ne sont pas gratuites et on n'a pas le droit de les avoir. On peut pas les faire gratuits parce que quand on dit qu'on doit avoir des propres fonds, merci, des propres fonds. Et il y a aussi un abonnement pour ceux qui lisent, qui peuvent pas lire un bouquin dans un mois, qui ont besoin de plus de temps. Mais, c'est pas vrai. D'accord, voilà les coûts. Les 18 mois de construction. Je me suis perdu un petit peu, je m'excuse. La rénovation est concluse. Ma présentation, presque. Parce que je voulais vous dire une chose, ce qui est vraiment important, c'est l'engagement des gens, l'engagement de nous, ceux qui travaillent à la bibliothèque, les bibliothécaires, les animateurs, les animatrices. C'est ça qui compte. Si on arrive à rendre un groupe d'enfants ou d'adultes aussi contents de ça, je crois qu'on a gagné. J'ai une question très factuelle. Est-ce que le dimanche est le jour le plus chargé de l'ensemble de l'ouverture de la bibliothèque? Est-ce que c'est le dimanche qu'il y a le plus de monde par rapport au mercredi ou au samedi? Non. Déjà, c'est seulement ouvert 5 heures, si j'ai bien compris. Il n'y a pas plus de monde. Mais en plus, normalement, nous sommes ouverts 10 heures par jour. Donc, mais il y a 1000 personnes par jour à la moyenne. Les autres jours, mais on peut aussi dire qu'ils sont ouverts le double du temps, alors ça correspond si vous voulez. Je ne l'aurais pas demandé, mais vous avez mentionné cet aspect de devoir payer un abonnement. Et vous avez dit en 2 mots, vous avez dit pour ceux qui ont besoin de l'avoir plus longtemps. Moi, ce qui m'étonne, quand j'ai vu en fait les différents abonnements que la GGG propose, enfin que la bibliothèque de la GGG propose, l'abonnement à genre 250 francs par an, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça, l'abonnement le plus cher, les prêts sont illimités. C'est-à-dire que si on a assez d'argent, on peut avoir plus longtemps le document. Donc, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce que vous essayez de faire avec cette ouverture des dimanches pour les familles, pour les gens qui travaillent toute la semaine, qui n'arrivent pas à venir? Vous ouvrez plus tard le soir, vous ouvrez le dimanche, mais en même temps, vous avez cet aspect-là où, si on a plus d'argent, on a plus de droits. Oui, c'est comme ça. Non, mais seulement pour dire, pour nous, les 250, c'est un de soutien. L'abonnement qui coûte 250 francs, c'est un abonnement de soutien aussi.
Donc vous êtes en même temps, vous êtes quelqu'un qui nous donne de l'argent. Et pour cela, c'est vrai que vous avez droit à emprunter autant de documents que vous voulez et vous ne devez pas payer les charges. Mais avec un abonnement de 75 francs, non, 80 maintenant, c'est nouveau, 80, vous devez aussi pas payer de charges, non, c'est pas des amendes, c'est des, pour les best-sellers et les DVD, on doit payer 2 francs. Pour les best-sellers, ça nous permet d'acheter plus. Les best-sellers, ils sont sur le marché. Tout le monde veut le best-seller aujourd'hui. Pas demain. Pas demain. Aujourd'hui. Donc, pour pouvoir satisfaire cette demande, on achète une trentaine, ou je sais pas, je dis un chiffre, je sais pas exactement, ça dépend du livre aussi. Et 2 mois plus tard, on doit les jeter. Tout simplement, ou les donner, ou les vendre à un prix marginal, quelque chose. Mais en tout cas, on ne pourrait pas se payer ça s'il n'y avait pas les best-sellers, ils coûtent. On peut aussi attendre que le livre, qu'on a aussi, normal, soit là. Mais normalement, il est tout de suite pris. Il faut attendre. Les gens ne veulent pas attendre. Donc, on doit payer 2 francs. Et les 2 francs nous permettent d'acheter 30 exemplaires au lieu d'un. Donc, vous avez les mêmes possibilités avec un abonnement, sauf que un abonnement un peu plus cher que l'abonnement de base. Et les autres, en plus, ils peuvent les garder pour plus de temps que les autres. Mais on peut les prolonger, on peut faire. Il n'y a jamais personne qui a rouspété à cause de ça. On n'a jamais eu des critiques à cause de ça. Mais vous dites l'abonnement de soutien, mais dans beaucoup d'associations sociales, typiquement les maisons de quartier ici à Genève, le principe qui a plus de moyens paye plus, oui, mais tout le monde a les mêmes droits. C'est-à-dire que c'est le principe des taxes. Si on gagne plus, on paye plus. Mais tout le monde a droit aux mêmes prestations. Et c'est pas, dans les faits, c'est pas ça. Alors après, cette histoire de best-seller, 2 francs payés pour l'avoir plus rapidement, éventuellement. Mais c'est vraiment le fait. Alors, on comprend, il y a effectivement, si vous avez cette loi qui dit qu'on ne peut pas ne pas avoir d'abonnement, ok, mais dans ce cas-là, les différents niveaux, ça n'a pas plus de droits, mais juste plus de revenus. Mais il y a toujours, dans ces discours-là, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que on parle qu'il faut avoir les droits égaux pour tout le monde. Mais la réalité, c'est si vous avez plus de sous, vous pouvez acheter plus de choses. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est dans une société. Un service public. C'est pas le commerce, c'est un service public. Le service, c'est un service public, oui, c'est juste. Mais il y a quand même le canton nous force déjà de vendre d'avoir une cotisation. Donc c'est déjà quelque chose. Pourquoi? Si c'est un service public, il faut une cotisation. On peut aussi. Bon, là on rentre dans la politique, ça c'est effectivement. Et en plus, on doit gérer des fonds propres. Alors on est obligé de vendre des abonnements à un prix plus cher. Mais là, on peut en discuter. Oui, c'est une position à prendre ou à laisser. Et nous, on a décidé qu'on va la laisser. Parce qu'il n'y a pas assez de, peut-être il n'y a pas assez de demandes de le faire différemment. Pour les gens, c'est pas vraiment un problème de devoir rendre les livres. Et si les autres ne doivent pas rendre, ou ils doivent aussi les rendre d'ailleurs, mais pas aussi vite. Ça semble pas de déranger. On peut presque comparer la bibliothèque de la Cité avec les chiffres que vous nous avez transmis là avec la vôtre. Moi, je suis impressionnée par l'amplitude horaire, 60 heures hebdomadaires. On en fait un peu moins, on fait un tiers de moins. Et j'aurais été intéressée de savoir quelle est votre dotation en personnel. J'imagine qu'elle est beaucoup plus importante que la nôtre. Donc, j'aurais voulu avoir quelques chiffres, s'il vous plaît.
On a dû, quand on a changé, maintenant nous sommes, si je me ne trompe pas, le dernier chiffre que j'ai en tête, c'est 12 personnes. 12 personnes à plein temps. C'est pas 12 personnes, excusez-moi, c'est 12 postes. Okay. En plus, je dois dire, il y a les gens qui font le service civil, par exemple. Donc 12 postes, c'est 12 professionnels, 12 bibliothécaires. Nous avons aussi des libraires qui travaillent, pas seulement des bibliothécaires. D'accord. Et il y a les apprentis. Encore une autre question, peut-être. J'aurais voulu savoir comment l'arrivée de professionnels du social comment cette arrivée a été accueillie par les professionnels du livre. Les animateurs, les animatrices. Différemment. Donc, les animatrices, les animateurs, animatrices socioculturels, ils étaient bien reçus. Les bibliothécaires ont trouvé qu'ils étaient soulagés parce que il y avait quelqu'un qui s'occupait d'un groupe qui était très problématique. En plus, je dois dire que les bibliothécaires ont aussi appris quelque chose. Ils peuvent pas faire le boulot d'un animateur socioculturel. Mais ils ont aussi appris que si on laisse un jeune, un enfant qui a 12 ans, il vient, et si on dit salut, et puis on continue à faire ces trucs, ça fait une différence si on dit salut Samuel, comment vas-tu aujourd'hui? Ça fait une énorme différence. Tout d'un coup, ça les sort de leur anonymité. Donc il y a aussi les bibliothécaires qui ont appris quelque chose, qui ont dit qu'ils traitent les jeunes qui font du souci, qui les traitent différemment et que ça change le rapport. C'est quelque chose qu'on a gagné. Il y avait aussi des discussions entre combien de bruit, par exemple. Les bibliothécaires ont trouvé ça, c'est assez. Et les animateurs ont trouvé non, ça, c'est assez. Donc, il y avait cette discussion. Bien sûr, il faut trouver un chemin, il faut avoir ces discussions et il faut trouver une solution. Il faut se mettre d'accord d'une façon ou une autre. Mais je trouve aussi que ces discussions sont fruchtbar, ça paye, ça donne quelque chose, fructueuse. Parce que les deux parties apprennent quelque chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Lise Hilty.